écoutez Au bénéfice du doute, le podcast où les personnes victimes de violences sexuelles prennent la parole. Cet épisode évoque des faits de violences sexuelles, écoutez-le dans de bonnes conditions et si vous le souhaitez, n'hésitez pas à lire la description afin de sauter les passages concernés. C'est avec beaucoup de force et de douceur que dans cet épisode, Élodie détaille la violence qu'elle a vécue au sein d'une relation de couple. Elle évoque le validisme qu'elle a subi, les violences sexuelles justifiées par la pseudo-sexomnie de son conjoint et l'emprise dont elle a été victime pendant 5 ans. J'ai eu envie de témoigner et de participer, je pense pour plusieurs raisons. La première, c'est que du coup, à l'époque, quand j'ai pris conscience de ce que j'avais vécu et de la violence que j'ai vécue, j'en ai parlé avec des amis et on m'a conseillé d'aller porter plainte ou en tout cas de faire une main courante. Donc déposer plainte, c'était un peu compliqué sur le moment à concevoir, ça fait peur. Rien que de toute façon de se rendre dans un commissariat, ça fait peur. C'est hyper... comment dire, c'est intimidant, ouais, voilà. La peur qu'on te croit pas, la peur de se prendre des réflexions, enfin, j'avais peur de ça. Puis du coup, une amie m'a accompagnée, donc on est allé au commissariat. En fait, ils m'ont dit qu'ils n'acceptaient plus les mains courantes pour les personnes qui ont vécu des violences conjugales, parce qu'ils considèrent que les faits sont, que c'est trop grave et que du coup, il faut forcément qu'il y ait une enquête derrière et que voilà. Ça m'a vachement étonnée, j'avais jamais entendu parler de ça. Et ça m'a fait me sentir pas bien sur le moment parce que je me suis dit mais si même ça on peut plus le faire, qu'est-ce qu'il nous reste quoi pour parler. Parce que aussi ce que la personne m'a dit quand j'ai été reçue après dans le bureau pour un peu expliquer très, très grossièrement ce que j'ai vécu et ma présence dans le commissariat, elle m'a dit, la policière, que si je porte plainte, il y a très très peu de chances dans tous les cas que ça découle sur quelque chose quoi. Donc je me suis dit mais à quoi, enfin du coup qu'est-ce que je fais. Je me suis vraiment sentie très très démunie. J'ai hésité à porter plainte, finalement on est reparti du commissariat avec mon amie. J'ai réfléchi et j'y suis retournée en fait toute seule, je dirais 2 semaines après, c'était au mois de novembre dernier du coup, pour rencontrer une gendarme, enfin une policière et une psy du commissariat qui sont habitués à entendre les victimes de violences sexuelles et à caractériser en fait les faits. Et moi j'avais besoin de ça, j'avais besoin aussi de, sans porter plainte, au moins de pouvoir parler à une personne, un professionnel qui s'y connaît et être sûr que ce que j'ai vécu c'est bien des violences conjugales, parce que c'est bête mais en tant que victime on a toujours un peu la culpabilité et je sais pas, enfin des fois on se dit mais est-ce que vraiment j'avais des fois des je sais pas, une forme de doute constant et j'avais besoin que quelqu'un de professionnel me dise oui, ce dont vous avez été victime c'est pas normal, oui c'était violent, oui ça rentre dans le cadre des violences conjugales et sexuelles et je leur ai raconté mon histoire et tout ce qui s'est passé, les faits avec autant de détails que j'ai pu donner. Elle m'a tendu un petit dossier de 7 pages. C'est une sorte de liste de tous les critères pour que les faits entrent dans le cadre des violences conjugales. Et elle m'avait fait les lire et pointer un peu du doigt les endroits où je me retrouvais. Je me suis retrouvée du coup dans plein d'endroits en fait. Ouais. Et là j'ai conscientisé et elle m'a dit à plusieurs reprises quand je parlais de mon vécu que oui, que ça rentrait complètement dans le cadre des violences sexuelles, de violences conjugales et violences psychologiques. Elles ont été super, ça m'a beaucoup aidée je pense de les rencontrer. Après elles m'ont dit de les recontacter si je voulais porter plainte, etc. Ou si j'avais besoin d'en reparler et tout. Et au final je l'ai pas fait. Je suis repartie de ce rendez-vous à la fois un peu soulagée dans le sens où ça me faisait bien me dire que c'est pas moi, que je suis pas folle et que il y avait bien un problème dans ce que j'ai vécu, et en même temps un peu découragée parce que j'ai eu l'impression de pas trop savoir quoi faire de ma parole. Du coup j'avais soit le choix de retourner là-bas pour porter plainte, mais je sens que le processus dans ma tête ça va prendre plus de temps que prévu pour réussir à y aller. J'espère réussir à y aller un jour. Soit justement contacter des moyens de communication alternatifs, comme ton podcast du coup.
pour libérer ma parole en quelque sorte. Donc voilà. Et puis il y a autre chose qui m'a fait aussi choisir ça plutôt que la plainte pour le moment, c'est que j'ai posé des questions sur la façon dont ça se passe quand tu portes plainte et tout à la flic. Elle m'a dit, par contre, quand tu citeras les faits, il faut citer les faits, mais il faut pas parler de toi, de tes émotions, de ce qui s'est passé dans ton corps, pendant que, par exemple, tu vivais cette agression sexuelle, etc. Il faut vraiment parler que des faits de manière assez froide, et j'ai trouvé ça, enfin, je sais pas, ça m'a un peu choquée, en fait, qu'on demande ça aux victimes, parce qu'elle m'a dit que sinon ça énerve les flics. Ça m'a un peu rebutée aussi, et je me suis dit que le jour où j'aurais porté plainte, du coup, j'ai l'impression qu'il faut être hyper carré, et t'as pas trop le droit à l'erreur, sinon, voilà quoi, tu peux être... Puis c'est pas du tout prendre en compte la réalité des victimes et tous les symptômes aussi de stress post-traumatique qui font que du coup on comprend pas exactement ce qui nous est arrivé, enfin on est encore dans la compréhension et du coup effectivement on va décrire beaucoup de symptômes physiques parce que c'est comme ça qu'on comprend qu'il y a une violence aussi, c'est par ce qui se passe en nous. Sur le moment on sait pas forcément la nommer. Même les souvenirs souvent sont un peu flous et ce dont on se souvient c'est souvent ce qui s'est passé dans notre corps quoi. C'est surtout quand il y a eu de la dissociation, de la sidération, c'est très très physique quoi, les souvenirs. Après coup, on a souvent des conséquences qui sont vraiment physiologiques et ça peut être des douleurs, des infections, des réminiscences vraiment corporelles qui sont pas que des flashbacks. C'est hyper étrange et le corps parle quoi. Ouais. Et je trouve que c'est aussi une preuve qu'il s'est passé quelque chose et ça devrait être plus pris en considération, même dans les preuves, etc., qu'il s'est bien passé de la violence, quoi. Alors du coup, pour le contexte, donc quand on s'est rencontrés, j'allais avoir 21 ans. C'était en 2017, ouais, c'est ça. Et lui, il avait 2 ans, donc il a 2 ans de plus que moi, donc il allait avoir 23. Pour le contexte, qui me paraît important, c'est que moi, quand je l'ai rencontré, ça faisait 1 an à peu près que j'étais sortie de l'hôpital. J'ai passé une bonne partie de mon adolescence à l'hôpital pour des raisons liées à mon handicap que j'ai depuis des années. Donc j'ai un trouble du stress post-traumatique qui s'est développé à l'adolescence. Donc j'ai été suivie pour ça et hospitalisée très régulièrement à partir de mes 14-15 ans. J'ai passé mon bac dans un CMP. J'étais assez isolée du vrai monde, on va dire, toute mon adolescence. J'ai pas vraiment vécu une vraie adolescence, on va dire, comme tout le monde. Et du coup, quand on s'est rencontrés, j'étais encore assez vulnérable. Encore dans un peu la découverte du vrai monde, du fait de socialiser avec des personnes en dehors de l'hôpital. Et du coup, j'avais encore des difficultés, notamment de l'anxiété sociale, des choses comme ça. Et j'étais toujours suivie en thérapie. Quand je l'ai rencontré, j'ai jamais caché ça. J'ai toujours été hyper transparente sur mon handicap, sur ce que j'avais vécu avant. Je lui ai dit, je crois, dès le 2e, 3e rendez-vous que j'ai vécu des viols, en fait, des violences sexuelles, qu'il y a eu de l'inceste dans ma famille. Enfin voilà. J'ai jamais eu de tabou à parler de ce genre de choses. Parce qu'en plus, c'est quelque chose qui touche tellement de monde que pour moi, on devrait en parler de manière assez libre et justement sans tabou. Et du coup, j'étais totalement transparente, donc il a toujours été au courant de mon handicap, de ma vulnérabilité par rapport à ça. J'ai dit ça d'ailleurs à la flic, elle m'a dit que c'était vraiment une... Comment elle m'a dit ça ? J'arrive à me rappeler. Une circonstance aggravante. Voilà, une circonstance aggravante, ouais. Le fait qu'il était complètement au courant et qu'il a reproduit des choses qui ont quand même provoqué un handicap chronique. Je suis vraiment considérée par la MDPH handicapée depuis mes 20 ans, à partir de ma sortie de l'hôpital. Et donc quand j'ai commencé à relationner avec lui, j'étais handicapée, quoi. Donc le début de la relation, j'ai été très vite très amoureuse. J'essaie souvent de me rappeler le début, au tout début, je voyais pas il y avait pas de signes ou de choses dans les premières semaines. Ça se passait bien. Ouais. On s'est rapidement mis ensemble. C'est vrai qu'au bout de à peine 2-3 semaines, en fait, on s'est mis ensemble. Et ensuite, vraiment, le moment où ça a switché, c'est quand il m'a fait rencontrer sa famille. Pour moi, c'était 1 à 2 mois après qu'on se soit mis ensemble.
Et en fait, quand j'ai commencé à parler du fait que j'avais eu une vie en fait avant lui tout simplement et des relations et voilà enfin et une sexualité donc un jour on était chez lui, on parle de ça, donc lui il me parle très très peu de ses ex, je dois un peu lui poser des questions quand j'ai un amoureux ou une amoureuse, et j'aime bien connaître son histoire de vie, c'est hyper important, et puis moi ça m'intéresse vraiment, j'ai vraiment besoin de rencontrer la personne quoi. Et du coup, je sentais que lui n'avait pas trop forcément envie de partager, donc j'ai aussi respecté ça. Mais moi, par contre, j'ai partagé, enfin, j'ai voilà, parlé de mes anciennes relations, etc. Et sur le moment, j'ai pas ressenti... Enfin, je me rappelle pas de signes bizarres. Après ça, on est allé chez ses parents, il m'a fait rencontrer sa famille. Pareil, j'ai eu l'impression que ça s'était bien passé. Moi, j'étais un peu timide, mais normal. Voilà, et sinon, oui, je pense que ça s'était bien passé. Et après, on est rentré chez lui, et puis on se dit au revoir. Et puis, je rentre chez moi. Et puis là, pendant une semaine, plus aucune nouvelle. Plus de messages, plus rien. J'envoie des messages pour essayer de comprendre au fur et à mesure. Aucune réponse, rien. Je crois que j'avais dû peut-être contacter un de ses amis à l'époque pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Je me rappelle plus trop, enfin je sais que j'étais dans un état vraiment pas bien. Je rappelle que je pleurais beaucoup, que j'ai pleuré beaucoup cette semaine-là parce que ouais, je comprenais pas. À la fin de la semaine, je lui écris par message que s'il me parle plus, on arrête là quoi. Et là, il déboule chez moi, c'était à minuit, il prend le dernier métro et il déboule chez moi à quelques minutes quoi. Et voilà, j'ai aucun souvenir de ce qu'il m'a dit ce soir-là. Vraiment, c'est trop bizarre. J'essaie de me rappeler à chaque fois, mais je me rappelle pas du tout. Pour moi, c'est un peu l'élément déclencheur de ma dépendance affective envers lui, en fait. En fait, j'ai réalisé, du coup, après la séparation, que c'était quelque chose qu'il faisait souvent. Et que c'est quelque chose qu'on appelle en quelque sorte la punition par le silence. Là, c'était presque une forme de ghosting, mais sans explication. Et en fait, dans nos disputes, ça arrivait très souvent, et même pas nos disputes, juste même quand on parlait, que lui ne parle pas, en fait, enfin, que je me retrouve face à quelqu'un de très froid, le visage très dur, le regard très dur, et que je parle, j'essaie de communiquer avec lui, mais que lui reste complètement froid, silencieux, et c'est ce regard très dur surtout, qui moi, du coup, me mettait dans un état de... Je sais pas comment expliquer ça, comme si j'avais fait une faute, quoi. Comme si il y avait un retournement de la culpabilité et que c'était moi le problème. Et du coup, je me souviens que je ressentais beaucoup de honte à chaque fois et d'incompréhension. Cette histoire-là, c'était vraiment le premier truc qui a déclenché le reste, je pense. Et au fur et à mesure de la relation, bah du coup, ma vie d'avant était très problématique pour lui. Il m'a reproché plusieurs fois mes anciennes relations. Quand j'allais en soirée, il me disait que j'allais me faire baiser. J'étais pour lui une salope parce que j'ai vécu des relations avant lui, des relations notamment sexuelles, mais enfin lui aussi, mais moi voilà, j'étais une salope et j'ai vécu beaucoup de slut-shaming de sa part. Et jusqu'au jour où j'ai dit stop, mais c'était... Enfin, j'ai dit plusieurs fois stop, mais un jour, vraiment, je lui ai dit que c'était plus possible, que ça allait se terminer si c'était pas possible, quoi. À vivre, c'était super dur, et même par rapport au regard que j'avais de moi-même, c'était super dur. Ça m'a créé beaucoup de honte, alors qu'en fait, c'est normal de vivre des expériences sexuelles. Dans le petit dossier que m'avait présenté à l'appli, qui avait aussi tout ce qui est le fait de pirater le compte de la personne pour la surveiller. Donc il m'a fait ça aussi. Et il me l'a avoué de lui-même, parce que moi j'avais juste reçu un mail disant quelqu'un essayait d'avoir mon mot de passe et tout, et sans faire le lien que ça pouvait être lui. Et un jour, je sais plus, on a eu une discussion et le ton est un peu monté, et puis là il m'a dit qu'en fait c'était lui qui s'était connecté sur mon compte en essayant d'avoir le mot de passe et tout. Donc il y avait des choses comme ça, mais c'est plein d'accumulations de comportements en fait, et c'est ça qui a fait que j'ai pas conscientisé tout de suite qu'en fait c'était des violences conjugales que je vivais. C'est que c'est une accumulation de comportements et qui met du temps à processer que c'est pas normal en fait. Alors oui, mon handicap, ça va avec le fait que au début j'étais très très transparente par rapport à mon ancienne vie en quelque sorte à l'hôpital.
ça fait partie de moi en fait, ça fait partie de mon parcours de vie, donc je vais pas cacher ça. Pour autant, j'étais pas non plus à raconter ça dans les détails, quoi. Enfin, c'était juste, ma vie c'était ça avant, aujourd'hui c'est ça. J'ai vécu des violences sexuelles comme quasiment toutes les femmes. Enfin voilà, c'est pas non plus un scoop, quoi. Et ça m'a traumatisée, comme beaucoup de femmes. Et moi, par contre, effectivement, ça m'a traumatisée jusqu'au handicap. Au début, j'ai pas souvenir de comment il a réagi. Je crois qu'il disait rien. Et il y a eu une période où j'ai eu des réminiscences de traumatismes qui sont revenus. J'ai fait en fait une amnésie traumatique qui est revenue pendant la relation. J'ai fait 8 ans d'amnésie traumatique et c'est revenu d'un coup. Je sais plus, il y avait eu un élément déclencheur, mais voilà. Et du coup, j'ai ressenti le besoin d'en parler. Quand je lui en ai parlé la première fois, il m'a dit quelque chose qui m'a vraiment choquée. En fait, il est devenu ultra distant. Il m'a regardé encore une fois avec ce regard très dur, comme si c'était de ma faute, et il m'a dit je peux plus te toucher. Donc voilà, comme si j'étais sale en fait. J'ai jamais eu affaire à un comportement comme ça. J'ai plusieurs fois essayé d'en reparler avec lui, et en fait, ce silence à nouveau, j'ai eu l'impression que c'était du slut-shaming en fait, mais par rapport à des viols que j'ai vécus. Et moi, du coup, à l'époque, je culpabilisais énormément. Ça fait que la honte que je ressentais déjà, elle a été hyper amplifiée dans cette relation, parce que quand ton amoureux te regarde comme si t'étais sale, alors que t'es déjà traumatisée par tout ça. J'ai vécu plusieurs, malheureusement, agressions sexuelles, et notamment une agression sexuelle à 13 ans, enfin un viol même. Et du coup, j'ai eu une psy qui m'a dit que c'était de ma faute que je l'avais cherché. Donc ce genre de choses que tu vis en tant que victime de violences sexuelles dans ton parcours, c'est déjà très dur, et si en plus ton amoureux te dit finalement un peu la même chose, peut-être pas avec les mêmes mots, mais à cette attitude-là, ça, enfin en termes de honte, c'est vraiment dur, quoi, à vivre. Et ça a été tout le long de la relation. Et j'ai jamais compris. J'ai essayé de communiquer avec lui, mais ça restera des questions sans réponse. La psychologue du commissariat m'a dit que c'était une façon de manipuler et de me faire croire que personne ne voudrait de moi, en quelque sorte. Parce que je suis sale, parce que... et du coup, c'est un moyen de me faire avoir honte et du coup, de rester dans la relation, enfin, d'avoir une emprise, quoi, sur moi. Donc oui, donc total rejet de mon handicap, donc très culpabilisant quand j'étais fatiguée, quand j'avais justement des symptômes liés à mon handicap. Et il faut savoir que mon handicap, j'ai quand même toujours été très responsable par rapport à ça. J'étais pas à être envahissante par rapport à ça. Enfin, j'ai toujours été suivie en thérapie, j'ai toujours respecté ma thérapie. Ça a toujours été quelque chose de très très important pour moi, que je suis toujours aujourd'hui, et que pour moi je suivrai toute ma vie. Je l'espère. Ça fait partie de mes objectifs numéro 1 dans ma vie. C'est très très important pour moi, et je peux pas vivre sans. Et je ne veux pas aussi me reposer sur la personne avec qui je relationne. Mais le peu que j'en parlais, c'était déjà trop. Ce qui fait qu'au fur et à mesure, j'ai arrêté d'en parler, quoi. C'est devenu ultra tabou. Et même à l'intérieur de moi, c'est-à-dire qu'à la base j'avais aucun problème avec ça, et à l'intérieur de moi j'ai développé une sorte de honte de mon handicap, une honte de tout ce que j'avais vécu, de mon fonctionnement, et j'ai appris au fur et à mesure de la relation, clairement, à être une autre personne, quoi. Donc il y a eu par rapport au stress post-traumatique, et après j'ai été diagnostiquée autiste à 26 ans, donc quelques semaines avant la rupture. Mais avant le diagnostic, il y avait toute la phase de suspicion par le psychiatre, par la psychologue qui me suivait, et même par mon ex lui-même, du coup. C'est venu plus ou moins de lui, c'est lui qui m'en a parlé un jour, et du coup qui m'a aussi permis quand même de me questionner là-dessus. Le truc, c'est que, encore une fois, il a eu des réactions qui étaient assez traumatisante, enfin de l'infantilisation, parce que j'étais autiste, tout à coup je suis une enfant et on me parle comme si j'étais une enfant, de la manipulation, enfin il me disait que j'étais Sheldon à la fin de la relation, en se moquant, des moqueries, vraiment comme si j'étais une débile en fait, enfin j'aime pas le terme débile, mais vraiment comme si j'étais
parce que je suis diagnostiquée autiste, je suis bête, je mérite plus de respect, quoi. Enfin, pendant au moins plus de la moitié de la relation, ou de manière très récurrente, il me faisait des chatouilles alors que je disais non. Mais je sais pas, des fois je disais au moins non 10 fois, quoi. Et il entendait pas, et ça le faisait rire, et il continuait jusqu'à que ça me fasse mal et que je pleure. Et ouais, ça a été jusqu'à que je me mette en colocation à l'époque avec une de mes meilleures amies, et qu'il l'a refait dans le séjour alors que je crois qu'elle était dans sa chambre. Et que je dise non encore une fois jusqu'à que j'en pleure. Et je pense que là, il a réalisé qu'on n'était pas seuls, quoi. Et à partir de ce moment-là, il a arrêté de le faire. Mais ouais, ça a été hyper compliqué. En plus, vu que j'ai un TSA, en fait, de base, avant de le rencontrer, je savais pas faire de câlins aux gens. J'étais pas du tout tactile parce que ça fait partie du TSA. Enfin, j'ai une hypersensibilité justement, comme on dit, physique. Enfin, et j'aime pas trop qu'on me touche. Enfin, pas tout le temps en tout cas. Et c'est quelque chose que j'ai appris au fur et à mesure des relations que j'ai eues et tout, à faire aussi, à faire des câlins, tout ça. Même si j'étais pas diagnostiquée à ce moment-là, enfin, et puis de toute façon je disais non. Enfin, oui. Voilà, il y a pas de, si je disais non. Donc c'était vraiment encore un problème clairement de consentement, et ça n'a pas aidé aussi dans les relations sexuelles, parce que en fait, moi, à force de dire non et de pas être entendue, ça crée une forme de fatigue vraiment, enfin, où tu te dis ça sert à quoi que je dise non, de toute façon il écoute pas. Donc à force on laisse faire, et on n'arrive même plus à dire non, quoi. Et je me rappelle que je lui disais ça à l'époque, je lui disais je veux pas être dans une relation pour faire le gendarme, quoi. Quand je dis non, on m'écoute. Enfin, je comprenais pas pourquoi c'était si compliqué pour lui d'entendre mes non. La violence psychologique, c'est hyper dur en fait de s'en rendre compte. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre qu'il y avait beaucoup d'abus verbaux dans la relation, et c'est quelqu'un qui utilise beaucoup le second degré et qui est très 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 sarcastique. Donc avec le TSA, ouais, j'ai des difficultés à comprendre le second degré. Il n'y a pas eu besoin du diagnostic du TSA pour que lui comprenne que j'ai du mal avec le second degré. Enfin, constamment, il faisait du second degré, et il allait jusqu'à me faire croire des histoires complètement surréalistes, et il s'en amusait, quoi. Et j'ai conscientisé que c'était vraiment, c'est de la moquerie, quoi. Enfin, encore une fois, je me dis, j'étais censée être la personne qu'il aime, quoi. Et je trouve ça étrange d'avoir ce genre de comportement. Et moi, c'était très humiliant, parce qu'après, il rigolait, et il se moquait, et je me sentais hyper nulle, quoi. Hyper naïve, et c'était hyper rabaissant, en fait, comme type de comportement. Et ça, il l'a fait, mais jusqu'à la dernière discussion qu'on a eue au téléphone. Et je me rappelle lui avoir dit, mais quand est-ce que tu vas arrêter ? Enfin, qu'est-ce que ça t'apporte de t'amuser de ça ? Et quand je lui ai dit ça la dernière fois, je me rappelle, c'est comme s'il tombe des nues à chaque fois. Je me dis, mais c'est pas possible d'avoir aussi peu d'empathie. Enfin, mais donc il y a eu beaucoup ça, beaucoup tout au long de la relation, de rabaissement au niveau de critiques par rapport à mes goûts musicaux. Enfin, de me dire que ce que j'écoute c'est de la merde, que la façon dont je vais faire les choses, ça va pas, de me reprendre, d'être très infantilisant, par exemple. Enfin, j'ai souvenir plusieurs fois en cuisine ensemble, et il se met derrière moi, comme si j'étais une enfant, il me prend le couteau, et il coupe devant moi mais des trucs comme ça, très très infantilisants, parce que c'était répété en plus, c'était pas genre une fois. Des choses comme ça, de critiquer les études que j'ai envie de faire. Quand j'ai eu envie de reprendre des études de psycho, il m'a dit que c'était de la merde, que ça servait à rien. Enfin, du coup, j'ai pas fait mes études de psycho. Moi, le problème, c'est que je suis tombée aussi, du coup, dans un truc d'idéalisation de sa personne, parce qu'il prenait cette posture-là de la personne qui sait, de ce côté un peu paternaliste, et du coup, je me disais, il a raison. Enfin, je finissais par me dire, il doit avoir raison. Et voilà, donc il y a plein de choses que j'ai un peu abandonnées, parce que il me disait que c'était pas ce qu'il fallait faire, que c'était pas... Mais il me le disait de manière assez virulente, quoi. C'était pas juste ah, je pense que c'est pas bien et tout. C'était vraiment de manière très directe, très brutale. C'est de la merde, quoi. Ok. Ou des choses où parfois j'avais envie de lui partager mes passions. Par exemple, du coup, je suis photographe, donc je développe mes pellicules moi-même, etc.
Un jour, je lui dis, bah, ça te dit, on se fait une après-midi développement, je te montre comment on fait. Enfin voilà, c'était une envie de partager ma passion. Et il me répond sèchement, froidement, non mais tu crois quoi, je sais déjà faire. Enfin voilà, des choses comme ça où tu restes bouche bée. Ok. Et en parlant avec des amis, ils me disaient, mais même si c'est déjà faire, t'as envie de lui partager quelque chose qui te fait plaisir. Enfin, où est le problème Et quand ils m'ont dit ça, j'ai dit bah oui. Et en fait, ce qui est fou avec ça, c'est que genre à peu près 1 an après, à chaque fois, moi je gardais ces souvenirs très précis dans ma tête parce que ça m'a marqué. Et ça arrivait que, par exemple, je réécoute une musique qu'à l'époque il avait critiquée devant lui et que là il me dise ah c'est trop cool ça, c'est quoi et tout, et que je le regarde et que je lui dise mais tu m'as dit que c'était de la merde, que et puis là, il me dit ah bon? Bah non, je me rappelle pas. Voilà, des choses comme ça où quand je lui rappelais ses comportements problématiques, il me disait souvent bah non, c'est pas vrai, j'ai jamais dit ça, t'inventes des trucs comme ça. Du coup, moi j'étais dans une confusion, enfin à chaque fois dans la relation, je me dis mais j'invente, enfin j'en venais vraiment à me dire j'ai un problème cognitif, c'est pas possible. Et en fait, bah pareil, en discussion, notamment avec mon grand frère m'a dit que c'était une forme de mensonge par ego en fait. À l'époque, sans doute, il disait ça parce que par ego, il avait besoin de montrer qu'il était au-dessus de mes goûts, je sais pas. Et donc il mentait et du coup il se souvenait pas après qu'un an après effectivement qu'il avait menti. Donc c'était ça et ça crée vraiment une confusion constante qui est hyper étrange, difficile sur le moment. Et aussi bah du coup j'ai vécu aussi beaucoup de gaslighting. Pareil, là c'est un terme que j'ai découvert après la rupture. Donc c'est le fait d'inverser la posture de victime et de bourreau, et qu'en gros bah à chaque fois qu'il y avait quelque chose c'était moi le problème, c'était jamais lui. Et ça jouait par la punition par le silence, les regards extrêmement durs qu'il me lançait, le gros manque d'empathie, le fait de retourner certaines situations. Par exemple, un souvenir hyper précis qui m'a marqué, c'est qu'un jour on était dans le canapé chez lui, on regardait une série et il fait tomber, je sais plus ce que c'était une tasse ou un truc par terre en tout cas, et là il se lève et il me regarde et il me dit que c'est de ma faute. Enfin même pas, il dit c'est pas lui qui l'a fait tomber quoi, c'est de ma faute si c'est tombé, c'est de ma faute. Et je me rappelle, c'était à la fin de la relation où je commençais à moins me laisser faire au fur et à mesure, et je me rappelle l'avoir regardé et un peu et le regard ébahi, lui dire mais non, enfin, là j'ai rien fait, enfin, tu vois bien que j'ai rien fait, c'est toi là qui a, qui a fait tomber. Et là il m'a regardé, on s'est regardé et j'ai vu dans son regard qu'il a compris que ça allait plus continuer comme ça. On a eu un regard où il a compris que j'ai compris. Et là il est parti dans sa chambre, il s'est roulé en boule et plus rien. Encore une fois, plus de mots. J'ai essayé de communiquer avec lui pour essayer de comprendre. Voilà, aucune communication de sa part. Donc c'était des choses comme ça. Ou quand je lui disais, bah là, c'est pas sympa ce que tu me dis, t'es trop sensible. Voilà, c'était toujours moi le problème et jamais sa façon de se comporter avec moi le problème. Et ça fait que tous ces comportements-là, vraiment à la fin de la relation, j'ai eu l'impression de régresser cognitivement, vraiment. Et j'ai passé un bilan neuropsy, justement, par rapport au TSA. Même encore aujourd'hui, quand je le relis, le bilan, je me dis, mais j'ai l'impression que j'avais régressé comme si j'étais une enfant de 5 ans, quoi. Tellement ça m'a pris de l'énergie émotionnellement et, ouais, créé un état de confusion très important. Et la neuropsy a même noté sur le bilan qu'il y a quelque chose qui entrave le bon fonctionnement de mes capacités cognitives, quoi. Et sur le moment, à l'époque, j'avais pas fait le lien avec ça, mais aujourd'hui, je sais que c'est à cause des violences que je vivais que j'ai eu cette régression. Et cette régression-là est très fréquente, en fait, chez les personnes qui ont un TSA. Quand elles sont dans des environnements très très stressants, on a tendance à faire des régressions qui sont assez énormes dans nos capacités cognitives. Par exemple, on a du mal à se repérer dans l'espace. Enfin, moi, j'ai ce problème-là, quand je suis très stressée et justement dans des environnements un peu violents comme ça, j'avais des gros problèmes d'orientation. Je reconnaissais plus les lieux des fois où j'étais. Enfin, c'était hyper bizarre, et je pense qu'il y a aussi là, tout ce qui est dissociation qui se mélangeait à ça. Mais vraiment, je comprenais pas. J'avais vraiment l'impression de devenir folle.
Et du coup, ça, quand il a dit que j'étais folle et que j'ai eu écho de ça parce qu'on a des gens en commun, je me suis dit, effectivement, je pense que j'étais pas loin de retourner en hôpital, hein, clairement. Mais c'est drôle parce que je me suis rendu compte que tout ce qui aujourd'hui me reproche à ses proches, c'est des symptômes qui viennent de sa violence en fait. C'est pas revenu comme ça. Et en parlant de violence psychologique, ça me fait penser à un événement dont tu m'as parlé, qui s'est passé après une soirée en rentrant en voiture tous les deux. Quand j'en ai parlé à la policière, elle m'a dit que cet événement c'était... Alors attends, faut que j'arrive à retrouver le terme. C'était de l'intimidation. Ça a été l'événement qui a fait que je suis partie. Du coup, on habitait dans la même ville à la base. C'est cet événement-là qui m'a fait avoir un déclic et qui a fait que j'ai changé de ville pour justement mettre de la distance et j'avais besoin de respirer, j'avais besoin de me construire sans lui. C'était après le Covid, on rentrait d'une soirée où j'avais revu des amis que j'avais pas vus du coup pendant une longue période avec le Covid. Donc j'étais très joyeuse ce soir-là. Et du coup, la soirée s'est bien passée. Enfin, moi, j'ai eu l'impression que ça s'était bien passé. J'étais très heureuse, en tout cas. Et quand on est reparti en voiture, il était très froid. Il était très sarcastique, très désagréable. Et moi, je comprenais pas trop parce que j'étais très contente. Et il m'a dit une sorte de blague sarcastique à laquelle j'ai, pour une fois, répondu. Parce que je pense que j'étais dans un état où je venais de voir mes amis, il y avait notamment une amie femme qui est très féministe et du coup le fait de se voir, je pense que ça a créé un truc un peu de sororité et où je me suis sentie un peu plus forte pour répondre et du coup je lui ai répondu à sa blague sarcastique, ça ne lui a pas plu, donc il a commencé à monter le ton. Il a freiné brusquement en fait la voiture. On était en plein milieu de la nuit sur une route. C'était assez brusque parce que mon dos a vraiment tapé contre le siège et ça m'a secoué quoi. Et il m'a ouvert la portière. En fait, il a passé son bras au-dessus de moi. Il a ouvert la portière pour que je sorte en plein milieu de la nuit. Donc je me rappelle qu'il y a eu quelques secondes où je suis restée juste bloquée, enfin genre choquée. Et en fait, là, j'ai mis un pied en dehors de la voiture. Et là, il a rattrapé la portière en repassant son bras autour de moi. Il a refermé la portière et on est reparti. Il y a eu un blanc, un temps de waouh, qu'est-ce qui vient de se passer dans ma tête. Et après, là, par contre, j'ai réagi. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu viens de faire, enfin, qu'est-ce qui s'est passé Et je me rappelle m'être un peu mise en colère, à juste titre, je pense. Et du coup, il m'a ramenée à l'appartement. Je crois que je lui ai même pas dit au revoir. J'ai tourné le dos, je suis juste sortie, tourner le dos et je suis rentrée. Et là, il y avait ma coloc, heureusement, à qui j'ai pu directement en parler. Le lendemain, j'ai failli le quitter. Au téléphone, on s'est appelé. Là, c'était vraiment la goutte d'eau. Et en fait, ce que je me suis dit à l'époque, c'est la prochaine étape, il va me foutre une gifle. Je me suis vraiment dit ça dans la façon dont s'accumulaient en fait les violences psychologiques, sexuelles. Je me suis dit, j'ai conscientisé quand même qu'il y avait quelque chose. Sans mettre les mots viol et tout, mais dans ma tête, il y avait un truc d'alerte un peu en mode survie où je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer ensuite ? Et du coup, ce que j'ai compris de ce qui s'est passé, c'est qu'il a pas supporté le fait que j'étais joyeuse ce soir-là avec mes amis et qu'effectivement avec lui, la plupart du temps, j'étais pas hyper joyeuse parce que je me prenais des remarques sans arrêt. Enfin, donc c'était compliqué d'avoir la même joie de vivre que je pouvais effectivement avoir avec mes amis qui sont pas violents avec moi. Et il le vivait très mal en fait. Et ça arrivait plusieurs fois dans la relation qu'il me reproche ma joie de vivre voilà, quand c'était pas avec lui quoi du coup. Donc voilà, et ça a été vraiment après ça je me suis dit je pars à Nantes quoi. Je vais trouver un moyen mais je change de ville. Ouais. Et ce que j'ai fait, et effectivement ça a fait que pendant une période ça a été beaucoup plus calme dans la relation parce que du coup on se voyait beaucoup moins et que ça a mis la distance. Quelque chose qui m'a aussi beaucoup traversé tout au long, c'est le fait qu'il était conscient que j'ai vécu de l'inceste, des viols très jeunes et que ça ne l'a pas jamais empêché de faire ce qu'il a fait. Ça restera quelque chose que je ne comprendrai jamais. Mon ex m'a dit un jour mais c'est bon, un viol on s'en remet là en un mois, enfin voilà, il m'a dit ça comme ça très froid et pareil
Je sais pas comment on peut penser ça, et ça minimise vraiment, enfin ça montre vraiment qu'il n'y a aucune conscience de ce que ça crée dans le corps et les conséquences psychologiques et physiques pour les victimes, et le manque d'empathie qu'il avait envers moi surtout. Et des fois je me demande, est-ce que il a utilisé ça justement ou pas. Enfin, j'arrive pas à savoir à quel point on peut être manipulateur, à quel point la personne a conscience en fait de ce qu'elle fait. Enfin, c'est quelque chose qui reste très compliqué à comprendre dans ma tête. Du coup, les violences sexuelles, ça a mis du temps. Alors parce que j'ai été aussi avant lui victime de beaucoup de violences depuis mon enfance, enfin depuis que je suis petite. Je me disais, c'est pas possible que mon amoureux me fasse vivre ça. Je me souviens que je me disais souvent cette phrase. Je pense que je savais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. J'avais plein de symptômes physiques qui se sont développés au fur et à mesure de cette relation que je comprenais pas. Et par exemple, j'allais très souvent chez le médecin parce que j'avais des douleurs au niveau du comment on dit, de pelvienne, oui c'est ça. Mais vraiment au point où je pouvais plus me lever. Je pouvais plus me lever. La seule chose qui me soulageait un peu, c'était de boire du thé très chaud. Je pense que la chaleur, ça. Mais et même lui a été témoin de ça. Parce que j'ai eu ces douleurs là chez lui aussi. Donc je suis allée plusieurs fois voir des médecins. Parce que je me disais, mais j'ai peut-être de l'endométriose, peut-être quelque chose, quoi. Et j'ai fait plusieurs échographies. Et à chaque fois, les médecins me disaient, bah non, on voit rien sur les échographies, tout est normal. Donc voilà, plein de signes comme ça, mais sans que j'arrive quand même à faire le lien avec le fait que je subissais en fait des violences sexuelles de sa part. Pendant un moment, je me disais que bah non, j'ai été victime que du coup de violences psychologiques et sexuelles, jusqu'à en parler justement à la policière et à la psy, et me rendre compte qu'en fait les violences physiques elles ont aussi lieu dans le cadre sexuel, et que en fait il y a quand même eu certaines violences physiques dans ce cadre-là, notamment la première fois où il y a eu des agressions sexuelles et viols. C'était au tout début de la relation. Déjà il a jamais été doux sexuellement. C'est quelque chose qui m'a choquée dès la première relation sexuelle. Mais je me suis dit à l'époque, bah peut-être là, et puis enfin je me suis pas dit que ça allait recommencer. Et en fait à l'époque, c'est vrai qu'on faisait des soirées, donc des fois on buvait un peu, et lui bah il buvait aussi. Et en fait sous alcool, ça arrivait plusieurs fois, dont une fois où j'ai vraiment un souvenir où ça revient, où je travaille dessus en EMDR, parce que c'est assez précis dans ma tête, où il m'a violée, clairement, de manière hyper violente, en m'écrasant la tête contre le lit avec sa main. Et vraiment, je me rappelle, pareil, avoir la sensation, enfin, que si je bouge, c'est pas juste écrasé, quoi. C'est vraiment, enfin, c'était très très fort. Et ça s'est répété plein de fois dans les rapports sexuels, où moi j'essayais, je me disais bon, on va essayer d'avoir un rapport sexuel tendre, et j'y arrivais jamais. Enfin, c'était impossible avec lui. Ça finissait toujours de manière violente. C'était toujours un peu par surprise. Il me demandait jamais avant d'avoir ces gestes-là. Ça m'est arrivé plusieurs fois de dire non, ou de enlever sa main, ou de quand même montrer que je pense que ça se voyait rien qu'à mon visage, hein, franchement. Et non, en fait, ça ne l'arrêtait pas. Enfin, par exemple, il me tirait les cheveux, mais c'était pas genre tirer les cheveux, enfin, parce que ça m'est déjà arrivé qu'on me tire un peu les cheveux, enfin, mais là, c'était pas tirer les cheveux, c'est-à-dire que ma tête, elle était renversée complètement en arrière, et que si je bougeais, j'avais peur de me faire un coup du lapin. J'avais hyper mal à la nuque et je pouvais pas bouger, en fait. C'était d'un coup, ça, qu'il le faisait, il switchait dans le rapport sexuel, et je me rappelle vraiment plusieurs fois avoir l'impression que j'allais mourir, quoi. Et vraiment, quand ça arrive, t'es dans un état de... Ça te rend complètement... Enfin, de toute façon, quand tu as peur de mourir, tu peux pas réfléchir. Tu te dissocies total, t'es en état de sidération, et moi, c'était constamment ça. Donc, il y avait ces gestes-là, ou le fait de m'attraper la tête, de lui faire des fellations, voilà, de manière assez brutale, où il m'enlevait la tête, il me la remettait, et j'avais à peine le temps de respirer, après hop, direct, enfin c'était hyper voilà, j'avais pas le temps de comprendre ce qui m'arrivait, et ça c'était très fréquemment. Et en fait
il m'a fait plusieurs fois le coup de me faire croire que c'était moi qui avais envie de ça. C'est-à-dire qu'il me disait en plein milieu de rapport, mais toi de toute façon t'aimes bien quand c'est violent, t'aimes que ça quand c'est violent. Il me disait des trucs comme ça. Je me rappelle pareil être super choquée et dans ma tête me dire bah non, enfin j'ai jamais fait une seule demande de ça, jamais. C'est toujours venu de lui. Et même les rapports sexuels de manière générale, ça venait toujours de lui. Jamais c'était moi qui incitais le truc. Enfin, ça a été vraiment constant pendant 5 ans. Ça m'a vraiment énormément impacté dans mon rapport à mon corps, dans la honte que je ressentais déjà par rapport à quand j'étais petite. Et j'ai compris au fur et à mesure aussi, parce que quand je l'ai rencontré, je regardais pas du tout de pornographie. Et je pense que j'ai eu besoin de comprendre pendant la relation, je comprenais pas ces gestes, on n'avait jamais été comme ça avec moi, jamais j'avais vécu ça de d'autres copains et tout. Et du coup, j'ai commencé à aller regarder un peu de pornographie pour essayer je sais pas, peut-être j'avais besoin d'essayer de reconnaître des mouvements dans la pornographie. Et effectivement, je me suis rendu compte, je suis allée voir un peu de la pornographie un peu violente, et je me suis rendu compte que c'était exactement ce qu'on voit dans la pornographie violente. Et je me suis rendu compte peut-être, je sais pas, il fait pas la différence entre ça et la pornographie. Et j'ai eu le témoignage d'une personne de son entourage qui m'a témoigné le fait qu'il a toujours eu apparemment une sexualité violente en fait, bien avant moi, avec tous ses partenaires que lui connaissait en tout cas, puisqu'il entendait tout à l'époque. Je crois qu'il a un peu vécu avec, ou je sais plus, mais du coup voilà. Et son ex-copine m'a dit aussi qu'ils avaient en fait une sexualité BDSM, mais qui était apparemment saine dans le sens où c'était consenti de sa part à elle. Et quand je lui ai raconté moi ce qui s'est passé, elle a été vraiment hyper choquée et m'a dit qu'en fait il a complètement abusé, sans se soucier de mon consentement en fait. Et parce que moi je m'y connaissais pas du tout, le BDSM et tout, j'avais jamais eu de pratique comme ça quoi. Donc il a complètement abusé de ça sur moi en fait. Et ça m'a soulagée quand même d'avoir tous ces témoignages, parce que ça m'a encore une fois permis de me dire oui, ça vient pas de moi, c'est pas moi qui demandais de la violence. Il y a une fois aussi que je t'avais raconté aussi qu'il m'avait mise au sol, je sais plus ce qui se passait avant ça, je me rappelle plus, mais il m'a mise au sol et il m'a dit tu bouges plus, je veux que tu bouges plus. En gros que je sois soumise et que tant qu'il me dit pas de me relever, je reste comme ça au sol. Et là c'est pareil, j'ai dit mais ça va pas, je me suis relevée et je lui ai dit mais non. Il y a plein de moments où il essayait comme ça de me mettre dans une posture que je ne voulais pas. En y réfléchissant, des fois je culpabilise, je me dis mais là j'aurais pu mieux réagir, j'aurais pu être plus ferme et tout, mais en fait non, je me rends compte que j'ai été ultra ferme à plein de moments, mais c'est juste que j'étais pas entendue, j'étais jamais entendue, mon nom il était sans arrêt pas pris au sérieux. Quand même on a failli se séparer 2-3 fois dans la relation, à cause clairement de ses comportements, et à chaque fois il me disait je vais aller voir une psy, machin, il voulait pas qu'on se sépare, et donc il le faisait jamais, il allait jamais voir une psy, moi je faisais le travail pour deux en thérapie, clairement. Quand justement il me disait qu'il allait voir des psys, moi je me rappelle que je lui disais mais pourquoi tu n'entends pas mon nom? Et il me disait qu'il ne sait pas pourquoi, et qu'il avait ce besoin de provocation, comme un enfant quoi. Et moi je me disais mais c'est pas possible, c'est quelque chose, c'est déjà difficile en tant que femme de devoir dire non parce qu'on nous l'apprend pas, mais en plus quand tu dois le répéter plusieurs fois, vraiment. Et en fait j'ai commencé une thérapie EMDR en 2022 pour des violences antérieures du coup, qui n'avaient pas de lien à voir avec lui. Et souvent c'est ça la thérapie EMDR, tu remontes chronologiquement jusqu'à aujourd'hui. Et en fait un jour le psychiatre me dit et comment ça se passe avec votre copain? Et moi je lui dis bah ça va et tout. C'était en 2022, donc en 2022 faut savoir qu'on était plus dans la même ville, donc ça a permis de mettre de la distance et je vivais beaucoup moins de comportements problématiques de sa part du coup, du fait de la distance. C'était une période où ça allait mieux, où je prenais aussi moi mon indépendance. Vraiment, je me détachais beaucoup de lui. Ça me faisait beaucoup de bien de plus être dans la même ville que lui. Donc ça allait mieux, donc j'ai dit au psychiatre, ça a été dur à des périodes, mais là ça va mieux et tout. Et je lui dis quand même,
Mais il y a quand même quelque chose qui me gêne un peu dans la sexualité, donc il me dit expliquez-moi et tout, et je lui explique en fait que en fait quand je dors, mon ex me touche et va jusqu'à me pénétrer en fait dans mon sommeil. C'est très dérangeant que je le vis pas bien, mais que je suis persuadée, à l'époque, je suis persuadée qu'il dort en fait, qu'il est somnambule. Parce que quand j'en parle avec lui le lendemain, il me dit ne pas se souvenir, mais il me dit ne pas se souvenir et en même temps il est très évasif en fait. Il ne me regarde pas dans les yeux, il fuit le sujet, enfin j'arrive pas à avoir de vraies discussions avec lui. Du coup moi de mon côté je fais des recherches et je trouve le terme de sexomnie, je crois on appelle ça, ouais ça, la sexomnie, et c'est le fait de voilà d'être somnambule et de effectivement toucher la personne avec qui tu dors pendant son sommeil, et ouais, avoir des comportements sexuels, mais tout en étant endormi. Moi, je me dis à l'époque, bon, il doit avoir ça, donc je lui en parle, et mon ex, enfin, vraiment ne s'intéresse pas à la question. Enfin, c'est comme si je lui avais rien dit, alors que c'est quand même important, quand même. Enfin, et moi, je me dis, si jamais un jour, mon amoureux, mon amoureuse me dit que je le touche ou je la touche pendant son sommeil, mais moi, ça me mettrait trop mal. Enfin, j'aimerais savoir exactement qu'est-ce que j'ai fait, j'irais voir un psy pour en parler. Enfin, je sais pas, je dormirais plus avec la personne, je mettrais en place des choses, mais là, rien de tout ça. Le truc, c'est que ça se reproduit, en fait, ça continue de se produire, et voilà, je suis démunie. Donc, quand j'en parle au psychiatre de tout ça, il me dit très franchement, Madame Poirier, il se souvient. Il me dit ça vraiment de manière très frontale. Moi, je me souviens, je le regarde de manière un peu, enfin, vous êtes sûre? Et il me dit, oui, oui, Madame Poirier, il se souvient. Et il a dû me le répéter, je pense, ouais, plusieurs fois, et à au moins 2, 3 autres séances où on en reparlait. Et à chaque fois, je lui redemandais, vous êtes sûre? Parce que j'arrive, c'était, enfin, pour moi, c'était, je sais pas, j'arrivais pas à conscientiser que c'est possible, en fait, de faire ça. Ça a cheminé, ça a mis longtemps à cheminer dans ma tête, et à ce que j'arrive à réaliser qu'il pouvait se souvenir. Et ce qui m'a mis effectivement la puce à l'oreille, alors c'est déjà le fait qu'il fuit la discussion, que tout ça, et le fait qu'en fait j'ai réalisé que quand on s'endormait ensemble, j'avais mon bas de pyjama, enfin voilà, et que en fait quand je me réveillais et qu'il il me pénétrait, j'avais la culotte baissée, j'avais mon pyjama baissé, donc ça veut dire que quand même dans son sommeil il arrivait à me déshabiller, voilà, ça m'a quand même vachement questionné ces détails-là. Donc aussi ce qui m'a fait réaliser qu'effectivement il devait se souvenir, c'est le psychiatre en fait qui m'a dit que il m'a posé la question, il m'a dit est-ce que votre copain, parce que du coup on était encore ensemble à l'époque, a déjà fait des crises de somnambulisme autre que ça en fait, autre que sexuel. Et je lui dis non, jamais. Et puis il l'est pas à ma connaissance, il m'en aurait parlé. Donc il m'a dit non, c'est impossible. C'est une zone du cerveau et ça va pas se... T'es pas somnambule juste pour la sexualité, quoi. Le deuxième viol, ça a été ça. Et c'était en 2018. Et ça, après, ça s'est passé de manière très récurrente tout au long de la relation jusqu'en 2022. À partir de 2022, après ça, je le repoussais. En fait, j'arrivais à me réveiller. Je pense que j'étais vraiment dans un état d'hypervigilance et j'arrivais à me réveiller et à le pousser en fait quand il commençait à faire ça. Ce que j'arrivais pas du tout à faire avant, et surtout, je dors tout le temps avec des boules caisses parce que je supporte pas le bruit, le moindre stimuli sonore quand je dors. Et du coup, ça, plus j'avais des anxiolytiques à l'époque qui me faisait un sommeil un peu lourd, ce qui fait que quand je me réveillais entre guillemets, parce que j'étais à moitié encore dans le sommeil et qu'il était à l'intérieur de moi, c'était très compliqué de réagir. La flic m'a demandé justement comment je réagissais et j'ai beaucoup culpabilisé parce qu'en fait j'étais complètement désorientée, dans un état de confusion. J'avais hyper mal parce que du coup c'était pas du tout voilà, c'était pas lubrifié. Et vraiment cette sensation de mourir, enfin vraiment c'est quelque chose qui revient de manière très régulière depuis, où j'ai des flashs, et cette sensation qui revient de vraiment façon que je vais mourir, et pardon du vocabulaire, mais on est en train de me déchirer l'intérieur, quoi.
Et c'est très dur, enfin, justement, c'est pour ça que c'est difficile l'idée d'aller porter plainte, parce que je sais qu'on va me poser cette question, et que du coup, on va me dire, bah, pourquoi t'as pas réagi, pourquoi tu l'as pas poussé, pourquoi... C'est vraiment compliqué, quoi. Et je pense que c'est à partir du moment où, justement, où j'ai compris que potentiellement il se souvenait, que là, j'arrivais à le pousser, quoi, à la fin. Je faisais aussi beaucoup de cauchemars quand j'étais avec lui, ça aurait aussi dû me mettre la puce à l'oreille. J'ai jamais fait autant de cauchemars en étant avec quelqu'un. C'était vraiment des cauchemars où je me réveillais en sursaut, vraiment de panique, alors que j'étais à côté de lui. Au point quand même où ça le réveillait lui aussi. Ce que j'ai conscientisé aussi au fur et à mesure vers la fin de la relation et après, c'est que j'étais en couple avec mon violeur. Et ça, c'est ouf de conscientiser. Enfin, vraiment, c'est quelque chose où je me dis, waouh, ok. C'est normal en fait que j'ai développé des symptômes comme ça que je comprenais pas du tout à l'époque. Ouais, ça a été la prise de conscience et en fait la relation s'est terminée à cause de ça, enfin à cause de ça, grâce à ça. C'est-à-dire que à la fin de la relation, donc fin 2022, début 2023, constamment je pensais à ce que m'avait dit le psychiatre. J'arrivais plus à me détacher de ça, de cette idée-là que je relationnais justement avec la personne qui m'a violée. Et je cherchais à tout prix un moyen de lui dire en fait, de poser ces mots, mais je savais pas comment faire. Parce que je savais aussi que ça allait engendrer du rejet. Et je savais pas si j'étais capable de faire face à ce rejet en fait que j'avais beaucoup subi en plus dans la relation. Et ça, c'est pas évident quoi. Tout ce qui est blessure de rejet, tout ça, ça arrivait des trucs pas faciles. Donc je cherchais un moyen de comment lui dire. Et je suis tombée en grosse dépression en fait à la fin de la relation. Vraiment anorexie, grosse phobie sociale. Enfin, j'ai été mise sous antidépresseurs à partir de janvier ou février 2023 par mon psychiatre et j'avais envie de mourir constamment. Enfin, c'est vraiment très dur et c'est vraiment le fait de m'auto-censurer et de pas réussir à poser ces mots qui m'a fait tomber en fait en dépression. Jusqu'au jour où on a décidé de faire un break et que je l'ai appelé le lendemain au téléphone et que je lui ai dit qu'il fallait que je lui dise quelque chose. J'ai pas mis tout de suite les mots viol parce que à l'époque j'étais encore amoureuse donc j'avais pas envie que ça soit trop violent pour lui. Bon, c'est terrible de se dire ça quand même. Mais voilà, je sais pas, je pense que j'ai imaginé encore qu'on puisse en parler, qu'on puisse en quelque sorte se réparer ensemble. Alors c'est une idée que j'ai aujourd'hui que j'ai plus du tout. Je pense qu'on est beaucoup de victimes à se dire que la réparation peut venir d'un dialogue avec l'agresseur, mais c'est impossible et on peut pas être réparé par une personne qui nous a brisé en fait. Ça marche pas comme ça. Donc, mais à l'époque j'étais encore dans cette idée-là et je voulais que ça se passe bien, je voulais que la rupture se passe quand même bien. Et donc je lui ai dit, tu te souviens de telle fois, telle fois, telle fois. Et il m'a dit qu'il se souvenait, en fait. Et là, ça a été hyper dur pour moi, de me dire, il se souvient, et jamais il s'est dit, peut-être je vais aller lui dire et m'excuser, et en fait inverser la culpabilité, parce que moi je gardais, pendant 5 ans, donc oui, j'ai pas dit, je suis restée 5 ans avec lui, j'ai gardé une culpabilité énorme, en me disant, peut-être il se souvient pas, enfin, et je me disais que c'était de ma faute. Et là, le fait qu'il me dise, je me souviens, je sais pas, ça a vraiment réveillé une forme de colère en fait en moi et d'incompréhension. Et en même temps, sur le moment, je suis restée assez tranquille parce que je voulais quand même que ça se termine bien. À la base, je voulais faire le choix de la résilience, comme je pense beaucoup. Enfin, je pense que la résilience, c'est pas tellement un choix. On est un peu obligé de faire ce choix-là parce que sinon, on peut aussi être rejeté par les personnes, l'entourage, etc. Donc moi, au début, j'avais choisi de ne pas en parler et que ça reste entre nous. Et j'imaginais que lui, il irait voir un psy, que voilà. J'espérais ça, j'espérais pouvoir lui en parler pour qu'il comprenne que j'avais besoin de lui en parler et d'avoir des réponses aussi de pourquoi il m'a fait ça. Enfin, je me suis rapidement rendu compte que ça marche pas comme ça, parce que c'est-à-dire que devant moi, il reconnaissait tout, il s'excusait, je pensais qu'il était super sincère et tout. Et je me suis rendu compte, en parlant ensuite à son entourage, qu'il rejetait absolument tout et qu'il inversait complètement les rôles en fait. Et que j'étais la folle en fait. Donc quand je me suis rendu compte de ça, et que son entourage en plus le croyait,
Là, j'ai plus choisi la résilience et je suis contente de ce choix-là parce que je pense vraiment que la résilience, c'est un concept qui profite vraiment aux agresseurs. C'est faire taire la victime, quoi, de demander, enfin quand même quand on dit ah c'est chouette, t'es résiliente et tout, quand la personne avance dans sa vie et met un peu de côté toute sa parole et pour pas faire de vagues en fait, c'est ça aussi la résilience, c'est quand j'ai aussi réalisé ça et que lui derrière en profitait, j'ai été en colère et depuis je suis en colère, ça fait 1 an que je suis en colère et c'est dur la colère, mais je me suis rendu compte avec mes psys que c'est ça qui fait que je m'en sors en fait, que je survis à tout ça, parce que ça me protège de lui en fait. La colère, en fait, je me suis rendu compte que ça sert à ça sert à se protéger de la personne. Ça m'a permis de le bloquer, ça m'a permis vraiment de m'éloigner de son entourage, ça m'a permis d'avancer d'arrêter de me censurer sur ce qui s'est passé. Et je repense à un dernier truc, c'est que du coup, quand je me suis rendu compte du coup qu'il n'avait pas le même discours avec moi, donc devant moi il reconnaissait et devant les autres, soit il disait rien, il n'avait pas le même discours selon chaque personne, donc c'était vraiment hyper étrange. Et donc à une personne, il allait me traiter de folle, des personnes elles avaient jamais entendu parler de tout ça, il n'en avait pas parlé, bon en aucun cas en tout cas il disait que ce qui s'était passé. Quand j'ai appris ça, je l'ai appelé. J'ai mis les mots viol en fait. Pour la première fois, je lui ai dit qu'il m'avait violée. Et en fait, il a pas supporté le fait que j'en parle à une personne de notre entourage commun et que je pose ce mot viol. Ça l'a énervé. Au téléphone, il est devenu plus du tout la personne qui reconnaissait les faits et tout. Il était hyper froid dans le déni et le refus que je pose ces mots-là. Et je l'ai reconfronté par rapport au fait de ce qu'il faisait pendant que je dormais. Et là, j'ai vraiment conscientisé qu'il se souvenait parce qu'il m'a répondu « Mais tout le monde fait ça ». Et je me rappelle d'un gros blanc au téléphone et lui dire « Bah non, moi jamais je t'ai touché pendant que tu dormais, fait de fellation pendant que tu dormais, ou que sais-je ». Et là, il y a eu un gros blanc. Après ça, j'ai compris qu'il fallait que je coupe totalement les ponts avec lui. Genre vraiment, ça m'a fait le déclic de cette personne est en fait dangereuse pour vraiment pour ma santé mentale et tout. Là, c'est un tel manque d'empathie de dire ça. Surtout que j'ai souvenir c'était au téléphone, mais j'ai eu la sensation d'un rictus, d'un léger sourire quand il me l'a dit vraiment. Et du coup qu'il était un peu sarcastique ou je sais pas, mais c'était hyper étrange. Et là, je lui ai dit que je voulais plus jamais lui parler et j'ai raccroché et je lui ai raccroché au nez, clairement. Et je l'ai bloqué de partout. Et voilà. Depuis ça, j'ai jamais repris contact avec lui, il est toujours bloqué. Je pense qu'il restera toujours bloqué. Mais ça a été vraiment ma prise de conscience et de me protéger de cette personne et de plus rien attendre. Même si je lui ai fait la demande au moment de la séparation, je lui ai dit j'espère qu'un jour tu me recontacteras et tu me diras de toi-même que t'es désolée. Après avoir fait un cheminement, voilà, enfin, je lui disais pas tout de suite, ça peut être dans 1 an, 2 ans, mais je sais qu'il le fera jamais et je commence à accepter un peu plus cette idée, même si c'est terrible parce que vraiment, je pense que les gens ils minimisent l'impact des excuses, enfin, l'impact que peuvent avoir des excuses pour les personnes qui ont été victimes. Mais non, on doit se réparer toute seule parce que c'est pas quelque chose qui... Ça peut arriver, je pense, j'imagine qu'il y a des personnes quand même à qui ça arrive, mais je pense que c'est assez rare quand même. Ça me rappelle du coup la dernière discussion que j'ai eue au téléphone avec lui avant de raccrocher et de le bloquer, quand je lui ai dit qu'il m'a violée et qu'il m'a dit mais je t'ai fait un site web quand même. Voilà, pour lui ça a racheté tout, ça a compensé tout. Alors que ce cadeau, c'était juste un moyen de maintenir son emprise puisque du coup ce site web, il me l'a effectivement fait. Alors j'en ai jamais fait la demande, c'est lui qui l'a fait. Il m'a proposé un jour, et j'ai dit pourquoi pas, il voulait s'entraîner à faire des sites et tout. Et en fait, il m'a jamais donné les codes pour que je sois indépendante avec ce site web. J'ai plus de site web aujourd'hui. Du coup, à partir de et au moment de la rupture, il m'a jamais donné les codes, il m'a pas dit tiens tu pourras. Non, ça, je pense que
Voilà, c'était pour moi un moyen de garder une emprise parce que c'est lui qui gérait tout, du coup. Ce que je peux quand même rajouter, ouais, c'est que la dissonance cognitive dans laquelle j'ai été au moment de la séparation, parce que devant moi, le fait qu'il reconnaisse et de l'autre côté, non. Et après, à partir du moment où je pose le mot viol, d'un coup, il ne reconnaît plus je suis folle. Et bah, vraiment, ça fait un truc de dissonance cognitive. Du coup, j'ai eu des témoignages, à partir du moment où j'ai posé le mot viol, forcément, il y a eu son entourage qui était un peu impliqué dans le sens où les choses se disaient, quoi. Et il a quand même dit à une personne de notre entourage commun, pour se justifier de notamment ce qu'il a fait lorsque je dormais, c'était des érections nocturnes qu'elle a pris pour des viols. Voilà, il a dit ça. Enfin, c'est un niveau de déni qui est hyper incompréhensible, quoi. J'avais pas les mots sur le moment. Mais ce qui est dingue, c'est de me dire que certaines personnes le croient quand il dit ça. J'arrive pas à comprendre. Mais c'est ça, c'est de la manipulation par des mots, et effectivement, moi quand il m'a dit tout ça, et qu'il m'a dit tout le monde fait ça, là j'ai vraiment conscientisé qu'il savait ce qu'il avait fait, qu'il savait que pénalement c'était répréhensible, parce que c'est à partir du moment que j'ai dit le mot viol, comme par hasard, qu'il a switché de ton, et que là il était plus du tout empathique, et à dire qu'il est désolé pour ce qu'il a fait, quoi. Alors il a un côté très narcissique qu'il m'a lui-même dit au moment où justement on en a parlé, où il m'a dit qu'il se souvenait. C'est marrant parce qu'il y a plein de trucs il mettait les mots tout seul dessus. Je lui ai rien dit, et lui-même m'a dit qu'il avait un problème narcissique. Ça m'a vraiment fait bugger, même quand il m'a dit j'ai fait ça pour te posséder de nouveau, des trucs, je m'attendais pas du tout à ce qu'il me sorte des choses comme ça. C'est pour ça qu'il a vraiment conscience, je pense, de ce qu'il fait. Ça me faisait beaucoup être confuse dans la relation, parce que devant les autres, il était hyper gentil, alors il avait quand même toujours ce côté piquant, sarcastique, et certaines personnes m'ont dit que ce qu'elles avaient remarqué quand même, c'est qu'il était très hautain, qu'il y avait quand même des choses qui transparaissaient, mais il avait quand même une allure et quelque chose, ouais, où il est sympa, et où je pense pas que tu te dis tout ça, et du coup je comprends. Et moi ça me faisait bugger, parce que justement ça renforçait le truc où je me disais mais non, mais là il est sympa, enfin pourquoi quand je suis seule avec lui c'est pas la même personne, enfin je me disais, mais vraiment des fois je me disais, mais je suis folle, ou j'invente, ou ça me met vraiment dans une grosse confusion, ça se changement de comportement selon les interlocuteurs, mais il y avait quand même des comportements, enfin je sais que j'avais plusieurs amies à moi femmes qui ne l'aimaient pas, parce que en tant que femme je pense qu'on arrive plus facilement à se rendre compte des comportements, des petites attitudes qui peuvent nous dire que cette personne-là potentiellement dans sa relation elle est peut-être pas voilà. J'avais plusieurs amies femmes qui me disaient de lui quitter, que j'ai malheureusement pas écouté à l'époque, mais avec qui j'en parlais, et voilà. J'ai remarqué que aussi il avait tendance à, justement avec ces amies femmes là aussi, à être un petit peu infantilisant, ce genre de choses. Il y avait quand même des choses des fois devant les autres, il était vachement plus tendre avec moi aussi que dans l'intimité, où c'était vraiment bizarre. Des fois, vraiment j'ai l'impression de pas comprendre, d'avoir affaire à deux personnes totalement différentes dans le même corps, quoi. Et tu parlais des violences sexuelles que t'as vécues quand t'étais plus jeune. Est-ce que t'es ok pour nous en dire plus ? Ouais, mon grand-père était clairement un pédocriminel et un auteur de violences conjugales, donc mon grand-père maternel. Et quand j'étais petite, ma mère arrêtait pas de dire que ma grand-mère était une personne manipulatrice. Elle disait même que c'était une sorcière. Vraiment la personne la plus mauvaise du monde qui existe. Et ça me questionnait vachement jusqu'à que, au fur et à mesure du temps, je mène une petite enquête familiale. Je posais des questions. Enfin, j'essayais vraiment de comprendre. Jusqu'à aussi que la sœur de ma mère se suicide. Et que ça soulève vraiment un gros tabou familial de l'inceste, que moi, notamment moi du coup et mon grand frère, on a fait les frais quand on était petits. Et en fait, ma mère a été victime d'inceste, la sœur de ma mère s'est suicidée pour cette raison, à 50 ans. Personne ne l'a cru. Tout le monde disait qu'elle mentait alors que tout le monde savait. Et en fait, au fur et à mesure d'en parler avec ma mère, et qu'elle sorte aussi du déni, parce que à l'époque il y avait pas les mots aussi pour parler de ça, et elle-même se rendait pas compte qu'elle était victime d'inceste en fait. Et du coup, que je me rende compte que mon grand-père était un pédophile, pédocriminel,
est auteur de violences conjugales et qu'en fait il a violé pendant toutes ces années. Elle a même fini en foyer pour les femmes victimes de violences à l'époque. Et c'était l'époque où les femmes n'avaient pas en plus trop le droit d'avoir un compte bancaire, tout ça, donc c'était même des violences économiques. Et aujourd'hui, en fait, effectivement, elle est cassée. Elle est pas le monstre qu'on m'a décrit d'elle. C'est juste, elle est brisée. C'est une femme brisée qui a vécu toute sa vie des violences de la part des hommes depuis son enfance où elle a été victime d'inceste par son frère. Son propre frère, son père qui l'a tyrannisée, et elle habitait au Maroc à ce moment-là. Ensuite elle arrive en France, elle a rencontré mon grand-père, et là le même schéma s'est répété, et victime de violences conjugales jusqu'à sa mort, jusqu'à la mort de mon grand-père. Tout ce temps, on n'a jamais parlé de mon grand-père de manière similaire. Jamais on a dit c'était un pervers, c'était un manipulateur, c'était... Aujourd'hui oui, parce que ça y est, le tabou est levé, et les choses changent, la honte change de camp. Donc je trouve ça terrible qu'on diabolise des femmes qui ont vécu des choses terribles, mais que les hommes, par contre, non, faut pas les accuser. C'est terrible, quoi. Comment on inverse, encore une fois, la culpabilité. Je comprends que ce soit pas facile de couper les ponts avec un violeur. Si c'est quelqu'un de proche, par exemple, je comprends que c'est pas facile. Mais de là à diaboliser et à dire que la victime ment, je trouve que c'est quand même... je trouve ça assez dingue. Et moi, ça me renvoie au fait que j'ai essayé, quand j'ai appris qu'il disait ce qu'il disait, j'ai essayé de me faire entendre, parce que, comme on a dit tout à l'heure, t'as ce besoin que les gens sachent, t'as ce besoin de crier, quoi. Enfin, vraiment, de le dire, que c'est tellement... c'est viscéral, je sais pas, il y a un truc... J'ai contacté notamment 2 personnes de son entourage, et je me suis fait ghoster, ou alors on m'a reproché ma colère. Et ces personnes n'ont jamais cherché à avoir ma version. C'est quelque chose qui m'a choquée. Enfin, je me dis, si moi, quelqu'un un jour, j'entends qu'une personne de mon entourage a violé une autre personne, ok, je vais entendre le témoignage de la personne qui, du coup, a violé ou agressé. Enfin, je vais aller voir la victime, quoi, pour en savoir plus. Je vais pas me baser que sur... je comprends pas trop... Et surtout, personne ne m'a dit « je te crois ». Et c'était des personnes qui se disaient féministes. Donc... ces simples mots, je les ai pas entendus. Quand c'est les potes, ouais, c'est ça. Il y a plus personne. C'est quand ça va être une personne célèbre, connue. Là, tout le monde est, oh mon Dieu, ou faut boycotter. Ah, j'arrive pas à le dire. Boycotter. Boycotter. Faut boycotter. Attends, mais c'est marrant de dire boycotter. Oui. Parce que il y a un truc de boys band où on reste tous solidaires avec les mecs. Complètement. C'est exactement ça. C'est ou alors on sépare les choses. C'est ce qu'on m'avait dit aussi. Je sépare les choses. Ça c'est votre histoire, ça vous regarde. C'est ça, on m'a dit aussi c'était votre intimité de couple. Mais c'est pas de l'intimité de couple, c'est un viol, c'est pas censé exister dans l'intimité d'un couple. Et je voulais dire aussi que en vrai je comprends le fait de ne pas vouloir couper les ponts. Même si moi, c'est pas mon fonctionnement, et je pourrais pas continuer de parler à quelqu'un dont je sais qu'il a violé une personne et fait du mal à une personne comme ça, sans en plus se remettre en question sur tout ça. Par contre, dans ces cas-là, il faut que la posture, elle change. Si tu continues de parler à cette personne et d'interagir avec cette personne de manière régulière, il faut au moins que ta posture change et que tu essaies d'en parler avec cette personne, d'essayer de le confronter, d'essayer de voir si cette personne se remet en question. Et si elle se remet pas en question, normalement tu coupes les ponts. Mais je comprends pas comment tu peux continuer de parler à la personne comme si de rien n'était, comme si elle avait rien fait. Et je trouve que c'est vraiment manquer totalement d'empathie envers là où les victimes. Et du coup, ces personnes-là font partie du problème, clairement, parce que le violeur va continuer de se sentir tout puissant, en fait, et c'est ça qui fait que tout continue. Et voilà, et je pense que l'entourage a vraiment une importance, a vraiment une responsabilité hyper importante une fois que les violences ont cessé. Et c'est plus à la victime, justement, d'essayer de réparer l'agresseur, de faire c'est à l'entourage de vraiment prendre des responsabilités sur
qu'est-ce qu'il va faire de sa relation avec le violeur maintenant. Ah oui, je voulais parler aussi du fait, tu sais, de l'histoire d'être la mauvaise victime. J'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de bonne victime aux yeux des gens. La bonne victime, c'est celle qui est morte, ou des fois je me dis, peut-être si j'avais été hospitalisée, les gens m'auraient plus cru. Mais c'est terrible de se dire qu'on doit en arriver là, quoi. Ou alors il faut être hyper... avoir tout encaissé sans à un moment donné avoir essayé justement de dire non et de pas laisser certains comportements passer, quoi. Moi, ce qui m'a sauvée tout au long et qui a fait que j'ai toujours fini par essayer de m'éloigner de lui quand même, en déménageant à Nantes, en disant non, j'en parlais en thérapie, et c'est vraiment ma thérapie qui a permis de garder toujours une distance, qui a fait que je me suis quand même rendu compte assez rapidement qu'il y avait des trucs, sans forcément mettre de mots, mais des trucs qui étaient étranges dans la relation, et avoir des fois des pics de prise de conscience pendant la relation. C'est vraiment grâce à la thérapie, par rapport au fait de pas être la bonne victime, ça fait que j'ai traversé des moments de colère quand même, de sentiment d'injustice, où je lui ai dit que j'étais pas ok avec ce qui se passait. Quand je dis en colère, pour moi c'était pas de la colère malsaine, c'était juste je lui disais, et forcément je m'affirmais un peu plus. Mais voilà, la colère, je trouve que c'est vraiment une émotion importante pour quand on est victime, et trop souvent elle est mal vue. Je l'ai un peu vécu après la rupture, où il y a des gens de son entourage notamment qui me l'ont reproché, qui m'ont dit que parce que j'étais en colère, j'étais violente, alors que je disais juste ce que je pensais et ce qui s'était passé, et derrière ce que je me prenais en retour, c'était soit j'étais ghostée, soit on me disait que c'était de ma faute. Il y a quand même une personne qui a dit que j'étais responsable des viols que j'ai vécus, qui me l'a pas dit directement, mais encore une fois, on a des personnes dans l'entourage, donc j'entends ce qui se dit, et qui m'a dit aussi qu'elle séparait les choses, des choses comme ça. Donc c'est déjà dur de parler, mais si en plus tu te prends ce genre de choses, ça veut dire qu'il faudrait accepter ça sans brancher. Être gentille, voilà, c'est quelque chose qui me dépasse un peu, le fait qu'on reproche la colère des victimes et qu'on leur dise qu'elles sont violentes quand elles en parlent publiquement. Je me demande qui est violent dans cette histoire vraiment, parce que je pense vraiment que les gens se rendent pas compte des conséquences que ça a physiquement, dans la vie des victimes, tout ça. C'est l'histoire d'une vie, je pense, pour se réparer, et en plus on doit trouver nos propres moyens, parce qu'il y a très peu de moyens qui existent et qui sont mis à disposition pour ça. Et donc j'ai vraiment la sensation, encore aujourd'hui, de pas être la bonne victime, et c'est douloureux. Il y a aussi autre chose dans la relation qui s'est passée qui fait que, comment dire, qu'on m'a pas reconnue en tant que victime. C'est que au bout d'1 an et demi de relation, à une soirée, je l'ai trompé. Donc ça, bien sûr, ça n'excuse rien, mais j'avais beaucoup bu, et je lui ai dit directement après. Pour moi, c'était pas une simple tromperie, c'était une conduite dissociative, je sais plus comment on dit, mais c'est le fait de prendre des risques. Je sais que j'ai beaucoup vécu ça à l'adolescence, après les viols que j'ai vécus. Ça permet de se dissocier et de s'anesthésier par l'alcool et par une sorte d'hypersexualité, où le corps va essayer de revivre des choses pour s'anesthésier. Il y a vraiment un truc... l'hypersexualité, c'est très peu connu. On n'en parle pas beaucoup dans les conséquences des violences sexuelles, parce que souvent on va dire, une personne qui est victime de violences sexuelles, elle a plus envie d'avoir de sexualité, elle veut plus qu'on la touche, elle veut plus... Sauf que dans beaucoup de cas, c'est pas du tout ce qui se passe, c'est l'inverse, c'est vraiment une sorte de mise en danger aussi du corps constante, et de recherche. Souvent c'est quand même des situations qui sont un peu... où t'es vulnérable, où tu te mets aussi un peu en danger en même temps. Et moi, je pense qu'aussi, cette tromperie, c'était... je savais plus comment lui dire que c'était plus ok ce qu'il faisait, en fait. Et du coup, je pense que ça a été un moyen mon moyen de communiquer ça, à un moment donné. J'ai pas su faire autrement. Donc, quand je lui ai dit, on a fait un break d'1 mois, parce qu'il l'a pas du tout compris. Et c'est fou, parce que même sa mère
Elle lui a dit d'elle-même qu'elle a connu des femmes victimes de violences conjugales qui ont fait exactement ça et que c'était souvent parce qu'il y avait des... Ouais, mais lui, même, il ne voulait pas l'entendre, quoi. Il ne voulait pas, gros déni. Pendant un mois, on n'a plus trop discuté et au fur et à mesure, on s'est quand même remis ensemble au final. Moi, je m'en voulais beaucoup, en fait, de l'avoir trompé et c'est clair que c'est pas cool comme comportement. Après ça, il y a eu la Saint-Valentin 2019, je me rappelle même du jour où ça s'est passé. Vraiment, on essayait de recréer quelque chose de... Enfin, moi, en tout cas, je voulais quelque chose de nouveau. J'avais envie que quelque chose se crée, mais de manière saine cette fois-ci, de réussir moi à plus me faire entendre dans mes limites, enfin, que ça prenne pas la même direction que la relation avait pris au départ. Du coup, on avait passé une bonne soirée et tout, et en rentrant chez moi à l'époque, on commence à s'embrasser, tout ça. Au fur et à mesure, il veut toucher en bas, et moi je lui dis bah en fait j'ai pas envie de plus, j'ai pas envie de pénétration, etc. Et je lui explique que ouais j'ai envie de reprendre les choses petit à petit, tranquillement, et en fait là, il change complètement de ton, de regard encore une fois, regard hyper dur, hyper froid. Il me reproche le fait que j'ai pas envie et il me dit que là en fait il a mal, que si il ne jouit pas et s'il ne va pas au bout, bah que les garçons quand ils vont pas au bout ça leur fait mal au niveau des testicules, etc. Voilà, qu'en gros ça sera de ma faute s'il a mal. Et moi je me rappelle pareil, le regarder, mais enfin j'avais jamais entendu en plus ce truc là. Clairement je dissocie et je me souviens juste m'être retournée et qu'en fait il m'a pénétré direct sans me demander quoi que ce soit, sans que j'ai dit quoi que ce soit. Enfin c'est important de le dire parce que à l'époque je culpabilisais beaucoup de ça parce que je me disais bah j'aurais dû dire non, mais un silence c'est pas un oui. Et là clairement l'état dans la réaction qu'il a eu avant ça m'a complètement remise dans un état de vulnérabilité et du coup j'étais je sais pas, j'ai pas réussi à... T'es sidérée, Ouais, en j'ai fait. été sidérée, ouais. Et je me rappelle avoir pleuré pendant le rapport et après le rapport et après le viol, pas le rapport. Et après coup, il s'est mis complètement dans son côté dans le lit, pas une seule marque d'affection, rien. Et moi, juste, j'étais en train de pleurer de mon côté et à essayer de comprendre ce qui venait de m'arriver. Et le lendemain, il a été mais horrible avec moi, à me reprocher plein de choses enfin qui n'avaient aucun sens et vraiment horrible jusqu'à partir en claquant la porte. Et je me suis retrouvée toute seule, encore une fois, à me dire qu'est-ce qui vient de se passer, quoi. Enfin, à devoir intégrer ça sans jamais d'excuses de sa part. Les excuses, il y en a eu dans la relation que quand on a été à la limite de se séparer parce que j'en pouvais plus, ou à la toute fin de la rupture quand je lui ai dit tu te souviens de ça et ça, et là il s'est excusé, mais c'était souvent à ma demande et jamais il a pris lui la peine de s'excuser de lui-même et souvent je lui disais, enfin justement je lui disais pourquoi tu t'excuses pas, et il me disait ça sert à rien les excuses, enfin voilà, ça sert à rien quand c'est toi l'agresseur, les excuses. Et du coup ce que j'ai compris de ce qui s'est passé là par rapport à la tromperie, le lien que je voulais faire, c'est que quand je lui ai reparlé de tout ça, de ce viol le jour de la Saint-Valentin, au moment de la rupture, je lui ai demandé des explications. Je lui ai dit mais pourquoi? Et je lui ai dit en plus depuis j'ai compris que c'était un mensonge l'histoire du fait d'avoir mal là, enfin que c'est un truc qui est beaucoup utilisé par les hommes pour arriver à leur fin et c'est hyper fréquent de ce que j'ai compris en termes de culpabilisation, de manipulation et du coup je lui ai dit mais pourquoi? Enfin, et il m'a dit c'était pour te posséder de nouveau. Il m'a dit cette phrase, donc ça a été pareil. Hein. Et du coup, ce que j'ai compris, c'est que c'était une forme de vengeance par rapport à la tromperie, en fait. Et pareil, depuis j'ai lu d'autres témoignages que ça arrive, que c'est déjà arrivé dans le cadre de violences conjugales, des hommes qui se vengent parce que leur copine a fini par aller voir ailleurs, de les punir derrière et de les violer, en fait. Moi, ce qui me choque dans tout ça, dans l'histoire du fait de pas être une bonne victime, de pas être la victime que la société attend, c'est que j'ai l'impression que pour certaines personnes de son entourage, c'est plus grave que je l'ai trompé que lui m'ait violée, en fait. Je comprends pas parce que, judiciairement, un viol c'est un crime, tromper une personne, y a rien, c'est pas illégal. Enfin, moi aujourd'hui je vois ça très différemment dans le sens où je suis polyamoureuse, donc j'ai déconstruit pas mal de choses.
je trouve ça dingue de se dire la personne, c'est son corps en fait, et peut-être que moi à ce moment-là ça a été ma façon aussi de survivre en fait à ce que je vivais. Et c'est comme quand j'ai déménagé à Nantes, pour moi je le vois comme ça, cette tromperie, ça a été une façon d'essayer de m'échapper de ce que je vivais. Aussi ce que j'ai pas dit par rapport à cette période-là, c'est qu'il s'était installé chez moi. Son coloc était en train d'habiter, enfin il voulait habiter avec sa copine, du coup lui il s'est retrouvé sans logement tout de suite, et donc il m'a demandé si je pouvais l'héberger un mois en fait, le temps qu'il trouve. Ça n'est jamais arrivé, il est resté 1 an chez moi sans payer de loyer, sans payer quoi que ce soit. Bah, au début, le premier mois, bah ok, tu payes pas parce que le premier mois, voilà, ça me semblait normal, je l'ai hébergé pour un mois, c'était ok. Du coup, il disait je vais payer les courses. Mais alors du coup, à la fin, ce truc-là s'est complètement installé, ça fait que je devais lui demander de l'argent pour payer mes courses. Parce que du coup, enfin voilà, il y a ce schéma-là. J'ai dû lui demander pour l'électricité, donc ça, à la toute fin, il a accepté de payer. Mais pendant un an, en fait, il a habité chez moi, il a installé tous ses meubles. J'avais plus aucune place pour moi. Je suis photographe, donc j'avais quand même besoin de place et c'était un appart de 32 mètres carrés, donc c'était tout petit. Et du coup, j'avais plus de place pour moi. J'étais dans un appartement que je payais entièrement, mais c'était pas mes meubles. Puis moi, à l'époque, je me rendais pas compte à quel point c'était problématique, mais encore une fois, mon corps parlait, je pleurais tous les jours, enfin, je suis tombée en dépression à cause de ça, parce que j'avais plus mon intimité. Et quand j'en ai parlé à mon psychiatre, oui, il m'a dit que c'était comme une forme de parasitage, en fait. Je me sentais, de toute façon, dans cette relation, vraiment parasitée, colonisée de l'intérieur, de manière réelle dans la sexualité et vraiment psychologique. C'était hyper présent, et j'ai découvert un terme aussi qui s'appelle la colonisation par l'agresseur, je crois que c'est ça. Ça décrit justement tout ce truc d'emprise. D'accord. Et le fait que l'agresseur, au fur et à mesure de la relation, va coloniser la victime de l'intérieur au fur et à mesure d'abord des violences psychologiques, ensuite sexuelles, et qu'à la fin, la victime va confondre ses pensées, ses fantasmes, tout ce qu'elle a à l'intérieur d'elle, sa honte, elle va intérioriser le regard de l'agresseur en fait. Tu finis par penser que c'est de ta faute, que tu l'as bien cherché, que là t'aurais dû réagir comme ça, que le regard dur qu'il avait, bah je l'avais avec moi-même, j'étais hyper dure avec moi-même, mes amis me le disaient, elles me disaient mais Elodie t'es hyper violente avec toi-même, hyper dure, enfin j'ai intégré tout de lui à l'intérieur quoi, et c'est aussi pour ça que j'ai mis du temps à comprendre que en fait j'étais victime de violence de sa part quoi. Moi, mes moyens de réparation, de reconstruction, alors il y a la thérapie, mais ça, je l'avais déjà débuté avant. Et d'ailleurs, ce que j'ai oublié de dire par rapport à ça, c'est que la thérapie EMDR aussi, dans ma tête, à l'époque, je l'ai commencé parce que je voulais oublier ce qui m'a fait pour que la relation se passe mieux. Ouais. C'est terrible de se dire ça, genre, quand j'y repense, je me dis c'est dingue. Encore une fois, je me disais c'est de ma faute, il faudra que j'oublie pour que ça se passe mieux la relation. Parce que c'est à cause de moi que la relation se passe pas bien. Parce que je suis trop triste. Ouais, donc la thérapie, je pense que c'est vraiment un moyen hyper important. Le MDR, ça m'a beaucoup aidé à mettre les agressions plus à distance, à avoir moins de flashbacks, moins de symptômes physiques aussi. Donc il y a ça. Alors ce qui m'a vraiment aidé moi, c'est la colère. La colère comme émotion vraiment pour se protéger, et ouais, en termes de réparation, de ne plus se censurer, d'en parler. Ouais, la parole, d'écouter aussi des témoignages, tout ça, ça m'a beaucoup aidé, je pense. À ce que la honte ça change de camp, quoi, la culpabilité s'inverse. Et puis, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que juste après avoir mis des mots sur tout ce qui est viol, enfin les mots viol, gaslighting, enfin tout ce que j'avais vécu, d'en avoir parlé à mon ex, je suis partie en voyage. Enfin, je suis partie en Suisse avec une amie. C'était vraiment dans un cadre, c'était très en sororité, et ça m'a fait énormément de bien en fait de passer plus de temps avec des femmes en fait. Ça vraiment, je pense que ça m'a beaucoup aidée. En fait, de faire des choses que je me pensais incapable de faire lors de la relation. Il y a vraiment quelque chose qui s'est débloqué après la fin de la relation. J'ai eu la sensation des fois de plus avoir peur. C'était super étrange comme sensation.
j'avais beaucoup moins peur et du coup je suis partie en voyage seule aussi à Berlin et quand j'étais à Berlin je me suis dit waouh, j'ai été super étonnée de moi-même et de me rendre compte que j'étais capable en fait parce que ce genre de relation sous emprise ça te donne l'impression que t'es plus capable de rien, vraiment l'impression d'être un enfant. Là j'ai repris conscience de ça et donc de faire des expériences que j'avais envie de faire et que je m'autorisais pas à faire dans la relation pour retrouver une forme de confiance et de mon identité en fait. De retrouver mon identité au fur et à mesure, quoi. Ça, c'est pas encore totalement ça, mais ça se reconstruit et je suis contente de ma trajectoire, de mon parcours depuis la séparation. Ouais, je pensais pas que j'allais réussir et je pense vraiment l'émotion de la colère a été hyper importante par rapport à ça. Et puis même aujourd'hui, du coup, des fois, j'en parle avec ma psy parce que des fois, c'est un peu énergivore, la colère, c'est pas toujours facile. Et en même temps, ma psy me dit à chaque fois, gardez-la, la colère, gardez-la parce que c'est elle qui vous protège, même dans mes futures relations. C'est ça qui me permet de poser des limites, de beaucoup plus facilement identifier les débuts de violence ou les débuts de comportements qui sont pas ok. Ouais, de beaucoup plus voir les choses et ça évite de reproduire des schémas, quoi. Puis il y a une forme d'hypervigilance aussi, dont à la base je voulais me défaire, parce que c'est pareil, ça c'est très énergivore l'hypervigilance. Ouais. Et depuis la séparation, je suis très dans cet état-là, et même avant je l'étais aussi. Du coup, à un moment donné, je demandais à mon psychiatre, je lui disais mais comment je peux faire pour plus être dans cet état-là, parce que c'est très pesant, et il m'a dit pareil, il m'a dit non, restez dans cet état-là, parce que ça vous permet d'éviter, encore une fois, de retomber sur des personnes comme ça et de se protéger, quoi. Je pense que vraiment le corps nous envoie plein de signaux justement et que pour nous protéger, et ce que je retiens de tout ça, c'est d'écouter son corps et de pas passer à côté de signes, enfin pas minimiser les signes que nous envoie notre corps, quoi. Voilà. Merci beaucoup de faire tout ça. Non mais merci à toi, heureusement qu'il y a des initiatives comme ça mises en place pour les victimes, parce que c'est vraiment, on sait pas, quand ça nous arrive, on sait pas quoi faire de notre parole, on sait pas à qui en parler, on sait pas. Donc ça permet vraiment de trouver un endroit où on sait qu'on va pas être justement jugé, parce qu'on se juge assez nous-mêmes. Je pense que là quand je parlais, je suis sûre j'ai dit plein de fois de trucs où j'ai senti que des fois je ressentais de la honte qui revenait et tout, et on se juge très sévèrement déjà nous-mêmes, donc c'est hyper bien qu'il y ait des espaces comme ça où on sait que derrière on va pas nous rejuger derrière, nous redire des trucs. Mais ouais, quand t'arrives ça, t'as envie de le crier à la terre entière. Enfin, moi j'ai eu cette sensation aussi, et t'es là et tu sais pas à qui le dire en fait. Ah, cette sensation de vouloir le crier à la terre entière, ça m'a... C'est encore là, hein, c'est encore présent. J'ai des moments où chez moi, c'est terrible cette sensation d'avoir envie de le hurler et que tout le monde sache, parce que c'est trop injuste, quoi. Par rapport à ça, c'est exactement ça, c'est l'injustice que tu ressens, c'est que toi tu développes des symptômes impossibles, tu fais des thérapies, c'est hyper fatigant, tu peux pas vivre normalement, le soin devient le centre de ta vie pour t'en sortir, enfin clairement. Ou alors tu fais burn-out sur burn-out, quoi. Et t'es sous antidépresseur, moi je suis toujours sous antidépresseur, hein, depuis... j'ai essayé plusieurs fois de l'arrêter, je peux pas me le permettre pour l'instant. Même si ça va mieux, mais c'est aussi grâce à ça et au cycle de thérapie que je suis depuis. Depuis, je vais aller 2 fois au commissariat. Enfin, et tu dis là, lui, pendant ce temps-là, il continue sa vie. C'est hyper difficile cette réalité-là. Et d'où cette envie de le crier au monde pour que ça s'équilibre dans les conséquences de tout ça. Et moi, la grosse peur que j'avais au moment de la séparation, c'est pour ça que j'ai eu des difficultés même à partir tout au long de la relation, c'est qu'il recommence sur une autre. Et c'est ça même qui m'a empêchée plusieurs fois de le quitter. Je me disais, si je le quitte, en fait, il y en aura une autre après. Et ça, c'était hyper difficile. Et je me rappelle lui avoir dit, j'ai peur que tu oublies. J'ai peur que tu oublies ce que tu as fait, et moi j'ai peur d'oublier ce que tu m'as fait. Et c'est pour ça que j'ai tout noté directement après la rupture pour ne pas oublier et tout conserver.
Parce que je sais qu'avec le MDR, voilà, les souvenirs deviennent flous, enfin ça... Même si j'ai déjà des souvenirs qui étaient déjà flous parce que t'es tellement dans un brouillard de confusion qu'il y a plein de trucs dont je me rappelle pas. C'est difficile d'accepter cette idée qu'il y aura jamais de justice. Et que c'est à nous finalement de se faire justice soi-même, mais pas dans le sens, mais dans le sens de trouver des espaces de parole. Comme le dit si bien Élodie, la colère, perçue comme nocive dans l'inconscient collectif, est en réalité une amie précieuse qui nous permet de se souvenir, se défendre et parfois même de survivre. Merci à Élodie pour son énergie et son précieux témoignage. J'en profite pour rappeler que selon une étude réalisée dans le cadre du congrès de l'encéphale par l'Association francophone des femmes autistes, 90% des femmes autistes sont victimes de violences sexuelles. Chaque jour, cette association lutte contre les violences que subissent les femmes autistes. Vous trouverez le lien de l'association dans la description de cet épisode. Vous venez d'écouter le 18e épisode du podcast Au bénéfice du doute. Si vous pensez qu'il peut être utile à d'autres personnes ou si vous souhaitez faire voyager le témoignage d'Élodie, n'hésitez pas à le partager. Ce podcast est entièrement autoproduit par Julie Dussert, la musique originale a été composée par Sandra Fabry et l'image a été dessinée par Camilla Blando. Au bénéfice du doute, le podcast où les personnes victimes de violences sexuelles prennent la parole.